Bonjour à tous, je suis Caroline Bandel, ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste. Parfois seulement. Aujourd'hui, mon invitée est Emma Claire Dumont, aventurière, maman, chef d'entreprise, installée tout près de Marseille et qui vient de réaliser l'exploit d'avoir gravi l'Everest, ce qui fait d'elle la 13e femme française à s'être hissée sur le toit du monde et la première femme du département. Je suis ravie de vous proposer cet épisode un peu particulier, plus long que d'habitude déjà, mais impossible de passer à côté du récit des nombreux exploits d'Emma. À chacune et chacun son Everest. Merci à Emma de nous aider à y croire. Bonne écoute. Emma, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir à mon micro. Ça fait longtemps qu'on en parle. Tout à fait. Car je suis très admirative de ton parcours et des défis que tu relèves. Alors évidemment, nous allons revenir longuement sur le dernier en date, l'ascension de l'Everest. C'est fou, mais c'est bien le cas. Mais il y en a eu d'autres avant et l'envie de te surpasser remonte à l'enfance, je crois. Et tu vas nous raconter ça. Oui, tout à fait. J'ai un papa et une maman qui m'ont toujours poussée à la curiosité. La curiosité dans le sens où ils souhaitaient vraiment que je puisse découvrir le monde, que je puisse découvrir des choses qui ne sont pas faites non plus par tout le monde. Et puis mon papa m'a fait découvrir la moto, la pratique de la moto, puisqu'il était dans une association où il initiait les jeunes enfants à la sécurité routière à moto. Et donc, j'ai su faire de la moto avant de savoir faire du vélo à 3-4 ans. Donc, effectivement, ça commençait déjà par une sorte de différenciation d'activité assez prononcée. Ça posait les bases. Alors, ça. Emma, si tu devais te présenter à quelqu'un aujourd'hui qui ne te connaît pas du tout, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que je suis une femme de 46 ans, active, qui aime se dépasser dans toutes les activités qu'elle organise ou qu'elle pratique. Une maman fière de son petit Léo et quelqu'un qui a envie de découvrir et de faire découvrir des choses qui sont un petit peu hors du commun. C'est tout à fait juste. Alors tu disais que j'organise parfois aussi parce que tu es athlète dans des tas de catégories que tu expliciteras tout à l'heure, mais tu organises aussi. Tu es dans ce domaine d'activité-là et on est toujours dans le sport. Tout à fait. Je suis à la tête d'une petite agence événementielle sportive et depuis bien des années, j'organise différents événements qui vont du rallye international à la petite épopée entre amis en Laponie. Bref, c'est tout un tas d'activités différentes, mais qui me caractérisent aussi dans mon travail. J'aime bien quand tu dis petite épopée en Laponie. Parce que rien que le périple pour y aller, c'est quand même pas rien. Alors, tu as fait le choix de vivre tout près de Marseille, il y a quelques années, après avoir vécu en Normandie et à Paris. Qu'est-ce qui t'a donné envie de poser tes valises en famille ici ? Alors, tout d'abord, mon mari qui avait ses racines ici dans cette belle région et qui me l'a fait découvrir les week-ends. Et j'ai vraiment adoré le cadre de la Provence et de la région de Marseille. Et donc, une fois qu'on a repris la petite société qui s'appelait NPO, que l'on a bien fait grandir, donc qui était l'agence événementielle avec laquelle nous organisions les rallyes tout-terrain, eh bien, à vrai dire, il n'y avait pas lieu de rester spécialement à Paris pour être organisateur. Alors on s'est dit voilà, oui, on va aller former notre famille en province, parce que pour moi il était pas vraiment conciliable d'avoir une vie parisienne et une vie de maman. Et voilà, nous sommes arrivés ici dans la région en 2008. Alors venons-en aux faits, rentrons dans le vif du sujet car j'ai trop envie d'en savoir plus. Alors je me lance. Et tu vas en rajouter le Dakar en quad. 2 fois championne du monde de quad. L'ascension du Kilimandjaro, celle du Mont Blanc.
un marathon sur la banquise, 7 marathons sur 7 continents en 7 jours, un triathlon XXL coast to coast de Douvres à Marseille. Et cette année, donc, l'ascension de l'Everest. Je précise que cette liste donc, est non exhaustive, je l'ai peut-être oublié au passage. Ta vie, en gros, c'est l'amour du risque, le dépassement de soi perpétuel. Ouais, en fait, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais j'ai découvert la définition d'aventurière il y a très peu de temps. Je me suis, voilà. Et c'est en fait véritablement ce qui, je pense, me caractérise. C'est-à-dire que oui, j'ai le goût du risque, mais le risque dans le bon sens du terme, il est toujours mesuré. Le risque, c'est aller vers des choses qu'on ne connaît pas. C'est faire des choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, sur le plan professionnel, tu vois, j'étais à Paris, je travaillais au sein des parfums Christian Dior, j'avais un très bon poste, j'aurais pu y rester toute ma carrière. J'avais une potentielle carrière internationale, mais j'ai risqué avec Stéphane de reprendre une petite entreprise de rallye tout-terrain, ce qui était quand même complètement aux antipodes du monde du luxe. Donc c'est un risque, mais c'est un risque mesuré parce que voilà, il faut avoir confiance en soi, il faut bien savoir s'entourer, et que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet sportif comme tu as pu les citer, eh bien oui, je suis partie de zéro. Pareil, les marathons, quand j'ai commencé les marathons, pour te dire, pour le bac, j'ai pas réussi à faire les 20 minutes et le nombre de tours suffisant. Mais à un moment donné, je m'étais dit dans ma vie, ce serait bien quand même que tu fasses un marathon et que tu le réussisses. Donc, il n'y a pas lieu de se freiner, il n'y a pas lieu de ne pas risquer des choses, tout pendant qu'on est conscient qu'il faut que ce soit un risque mesuré et qu'on se donne les moyens de réussir ce qu'on a envie de faire. Le marathon, oui, au début, les 10 km, c'était impossible de les faire. Mais voilà, j'ai trouvé un jeune coach de Marseille qui m'a bien aidé à apprendre la technique de course à pied. Et après, j'ai fait beaucoup d'entraînement. Oui, il faut être volontaire, il faut être déterminé et il faut vraiment savoir ce qu'on a envie de faire. Et à partir de là, on se donne toutes les clés pour réussir. Parce que tu n'étais pas hyper sportive à la base du coup. C'est juste des défis que tu relèves. C'est ça. En fait, moi, j'étais plutôt dans les sports mécaniques comme je te l'expliquais tout à l'heure. Alors, oui, c'est physique, mais c'est pas athlétique au sens du triathlète ou du marathonien. Ce sont d'autres spécificités. Et c'est pareil, tu vois, quand le quad est arrivé en France il y a quelques années, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tout le monde faisait de la moto. Moi, je me suis dit, non, tiens, je vais faire du quad parce que c'était nouveau, c'était différent. Et c'est vrai que ça m'a permis d'accéder au titre de championne du monde à 2 reprises. Donc, oui, c'est plaisant de risquer des choses pour arriver à ces sommets. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu es piqué un peu et que tu as envie de continuer ? De te challenger. Alors une fois qu'en fait finalement j'ai accédé à ces titres dans les sports mécaniques, je me suis intéressée justement à d'autres activités telles la course à pied en faisant le marathon de New York. Et là aussi, tu vois, c'était une manière de commencer quelque chose. Et puis ça m'a plu. Donc après, tu trouves dans le secteur des passionnés qui te disent, tu sais, si tu aimes ça, si tu aimes un petit peu les défis hors normes, il y a un marathon au pôle Nord. Banco, allons au pôle Nord. Et donc tu t'entraînes d'une manière différente parce que forcément c'est pas la même température qu'à Marseille. Donc tu t'entraînes dans des réfrigérateurs de ton pote chez Intermarché. tu vas dans la salle de cryo. Enfin, c'est des choses. Et là aussi c'est des risques, mais c'est extraordinaire et c'est une manière de vivre des choses extraordinaires dans ton quotidien et de faire des choses très très sympas. Qu'est-ce qui fait qu'après, tu enchaînes sur 7 marathons, sur 7 continents en 7 jours ? Parce que ça, c'est impressionnant aussi. Alors, en fait, c'est l'organisateur. C'est-à-dire que l'organisateur qui nous a proposé le marathon au pôle Nord est aussi le même organisateur des 777. Et pour être sélectionné parmi les 40 professionnels ou amateurs qui peuvent réaliser le 777, il faut avoir fait un de ces marathons un peu farfelus, on va dire, ou avoir vraiment fait beaucoup de marathons. Donc moi, je faisais partie de la première catégorie, les farfelus. et puis donc, j'ai pu accéder à cette sélection internationale et réaliser ces fameux 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. Allez, on s'attarde un peu sur celui-là, avant d'attaquer l'Everest, parce qu'il est impressionnant. Comment ça se passe concrètement ?
Alors concrètement, on a donc une organisation dédiée avec un avion affrété qui nous sert, on va dire, de base pour les soins, puisqu'il y a des ostéos et des kinés, des médecins, qui nous sert de dortoir, puisqu'en fait on a chacun 2 sièges et c'est là que l'on vit pendant 7 jours, 7 nuits. Et ensuite, eh bien, on a tous rendez-vous à Cape Town pour le briefing, pour la partie organisationnelle. Et là, donc, on sait qu'ensuite, on aura, à chaque fois qu'on va atterrir sur un lieu, on aura 8 heures pour remonter dans l'avion. Donc, le temps du marathon, peu importe, mais par contre, il faut être dans l'avion 8 heures après, impérativement. Donc ensuite, on nous emmène en Antarctique, et là, on est à des températures négatives, moins 30, moins 35. Heureusement, on a eu beau temps, donc c'était plutôt très, très agréable. Ensuite, on reprend l'avion, on refait un marathon, et là, il fait 40 degrés, puisqu'on est à Cape Town, et c'est en plein été austral, on va dire. Ensuite, on reprend l'avion et on repart vers Perth, en Australie. Et tous ces temps, on doit complètement reconditionner son corps et son esprit. Donc il y a des kinés avec vous, oui. Vous êtes suivis, ouais. Mais en fait, il faut vraiment se reconditionner pour se dire, voilà, on n'est plus dans un mode de vie où on fait le petit-déj le matin, on fait une activité, on remange, on refait une activité, etc. Là, il faut vraiment se dire, voilà, il y a un effort à faire de 4 à 6 heures. Ensuite, il faut vraiment se reconstruire, se soigner, manger, et absolument dormir. Et en fait, il faut conditionner son corps comme ça. Mais que ce soit de jour ou de nuit. C'est-à-dire que la plupart des autres marathons, donc à Perth, à Dubaï et en Espagne, on les a fait de nuit. Mais notre corps, il pense plus nuit ou jour. Il est dans ce conditionnement de l'effort, le repos, et tout cela pendant 7 jours et 7 nuits. Et tu as tenu sur les 7 marathons à peu près la même durée à chaque fois? Tu tenais ton rythme? Le premier, je l'ai réussi en 4h40, mais ensuite, je suis passée au-dessus des 5h30. Parce que, en fait, moi, je ne suis pas là aussi, à chaque fois, moi, je ne suis pas professionnelle de la discipline que je fais. Et donc, dans l'esprit, c'était en profiter du lieu dans lequel on était, parce qu'en fait il y avait des clubs locaux organisateurs qui nous aidaient, qui étaient là, qui couraient même avec nous, donc à chaque fois on avait des Espagnols ou des Chiliens ou des Américains qui couraient avec nous, donc tout ça, moi je voulais en profiter un max et surtout pas me faire mal. Et puis quand on n'est pas pro et qu'on n'a pas du tout cet entraînement pour faire cette intensité d'effort, faut savoir se préserver. Donc ses genoux, ses chevilles et autres. Donc moi, je cherchais pas le temps, je cherchais vraiment la réussite complète dans de bonnes conditions. Et l'arrivée à Miami avec mon fiston qui a fait le départ avec moi et l'arrivée avec moi et Stéphane également, ça c'était le bonheur absolu. Oui, j'imagine. Et c'est bien que tu parles d'eux parce que justement j'allais y venir. T'es proche, donc t'es très proche là, s'agissant de ton mari et de ton fils. Comment ils vivent ces envies-là, ces défis-là? Léo est là, il pourrait nous le dire d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce serait plutôt à eux à qui il faudrait poser la question. Moi je dirais qu'ils m'ont toujours connu comme ça. Stéphane, je l'ai rencontré, nous participions chacun au Dakar. Il était à moto, j'étais en quad. Donc on ne s'est pas rencontrés dans une soirée, on ne s'est pas rencontrés sur Tinder, donc il fallait qu'il s'attende dans tous les cas à ce que moi je reste pas plus en place quand je serai avec lui. Et lui-même aussi a des envies, a des projets, fait plein de choses. Et donc c'est très très important que l'un l'autre, on cautionne ce que sa moitié ait envie de faire, qu'on ne le freine pas ou qu'on ne la freine pas. Par contre, c'est toujours la même chose, il faut en discuter, il faut avoir le soutien. Les 777, il n'y avait pas de risque de vie, c'était simplement partir 7 jours. Et puis, eux aussi, ça leur a fait extrêmement plaisir, tous les deux, de passer un petit moment ensemble avant, et puis de pouvoir me rejoindre sur la fin. C'est vrai que l'Everest, voilà, ou l'alpinisme d'une manière générale, c'est une autre façon de voir les choses. Et là, il faut absolument avoir l'adhésion. Au-delà du soutien, c'est vraiment l'adhésion dans le projet de ta famille, sinon tu ne peux pas partir. Et il faut beaucoup d'amour pour te laisser partir, alors qu'il y a un vrai danger là pour le coup, et forcément l'idée de la mort t'a effleuré l'esprit, et à eux aussi, j'imagine. C'est ça. C'est ça. Donc il y a beaucoup d'amour. Pour tous, voilà. Quand tu réalises l'ascension du Kilimandjaro,
Puis celle du Mont Blanc, etc. Tu as déjà l'Everest en tête, c'est déjà ton rêve? Là encore, à la base, ça part d'une idée de voyage et de découverte d'une autre activité. Pareil, j'avais fait un peu de montagne à Savines-le-Lac avec mes parents quand j'étais jeune. On avait monté le Grand Morgon et d'ailleurs j'ai eu le plaisir de repartager cette ascension avec mon fils il n'y a pas très longtemps avec mes parents. Donc c'était 3 générations, c'était un grand bonheur. Et alors pour revenir sur le Kilimandjaro, c'est vrai que j'aime bien marcher et j'aime bien cette façon de pratiquer une activité et où on se recentre sur soi-même et on a plein d'idées en tête, mais on est vraiment autonome. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Le Kilimandjaro, je pars parce que des amis m'ont dit c'est vraiment super sympa. C'est un beau pays, y a des belles personnes et c'est simple, c'est de la marche en haute altitude. J'y vais absolument pas préparée, avec les moyens du bord. Et je rencontre Lara qui est devenue une de mes meilleures amies, qui elle était vraiment une marcheuse. Donc ça se passe bien. Et de là, on discute beaucoup. Et elle me parle, elle aussi, de toutes ces autres montagnes qui sont passionnantes partout dans le monde. Donc en Amérique du Sud, ou simplement le Mont Blanc. Et puis elle me parle de l'Everest, bien sûr. Elle me parle de toutes ces montagnes partout dans le monde. Et là, c'est parti, je me repassionne pour cette activité. C'est comme ça à chaque fois. En fait. Tu fois rencontres des gens qui te donnent envie d'aller plus loin. Ouais. Exactement, c'est ça, c'est ça. Et c'est passionnant parce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont passionnés par leur activité, donc ils te passionnent. Et donc, voilà, après, toi aussi, tu adhères et t'es embarqué et tu rêves avec eux et c'est ça. Donc après le Kilimandjaro, j'ai fait le Mont Blanc avec Stéphane que j'ai embarqué avec moi sur cette petite expédition. C'était très sympa. Et là, je me dis, mais tiens, pourquoi pas concilier voyage et cette envie de parcourir les différents continents en faisant l'ascension d'une des montagnes de chacun des continents. Et je me renseigne et on me parle du 5 Summit Challenge ou 7 Summit Challenge. Donc, c'est faire l'ascension de la plus haute montagne de chacun des continents. Et là, forcément, donc, tu as la Concagua, tu as le Kosciuszko, tu as les pyramides et surtout, tu as l'Everest. Bon, alors, tu te le gardes dans un coin de la tête. T'en rêves parce que tu dis mais aller sur le toit du monde c'est quand même exceptionnel, mais au moment où je fais le Kilimandjaro et au moment où je fais le Mont Blanc, je me dis là quand même c'est quand même presque prétentieux parce que t'es pas alpinisme, t'as pas jamais fait d'alpinisme à un moment, j'ai vraiment jamais en 2010-2011 j'ai jamais fait d'alpinisme. Je me dis c'est peut-être un peu prétentieux, mais ou tout au moins ou hors de portée. C'est pas prétentieux, c'est hors de portée, mais je me le garde dans le coin de la tête. Pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être on peut repréciser. Le Kilimandjaro, combien de mètres, combien d'altitude ? En fait, le Kilimandjaro, c'est pratiquement 6000. Après, le Mont Blanc, 4008. La Concagua, c'est pratiquement 7000. Et puis l'Everest, c'est 8848 mètres. Et la zone de dangerosité, on va dire, de haute montagne, est après 7500 mètres. Voilà, après 7500 mètres, on rentre dans des zones qu'on appelle la zone de la mort. Tu viens de le dire, 8848 mètres, le toit du monde. Est-ce que tu réalises que tu y étais il y a quelques jours à peine ? 13e française au sommet de l'Everest, la première femme du département. Oui, tout à fait. Je le réalise maintenant et de plus en plus, en fait, par le regard des autres. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont suivi cette ascension, beaucoup de nos proches, et puis beaucoup de gens que je ne connais pas spécialement, mais qui nous connaissent, par nos différentes activités et qui me disent, qui me regardent avec des yeux ébahis. Et là, c'est là où je me rends compte que c'est vraiment effectivement extraordinaire. Alors bien sûr, je le sais au plus profond de moi-même parce que comme je te le disais, on ne se lève pas le matin pour se dire tiens, demain je m'inscris pour faire l'Everest. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est vraiment une prise de conscience d'un rapprochement par rapport à la mort, d'une mise en danger. Tu parlais de risque là tout à l'heure et c'est vraiment, vraiment, vraiment le cas. C'est quelque chose d'intérieur. C'est extrêmement fort. J'en ai des larmes qui viennent. C'est très difficile. Comment ça se passe concrètement ? En fait, si tu veux, tout ce qu'on a cité auparavant, que ce soit les sports mécaniques, que ce soit les marathons ou même le coast to coast que j'avais fait plus récemment, ce triathlon extrême, ce sont des activités qui t'aguerrissent.
Tu vois, le fait de répéter un effort, que tu puisses pas, même ton corps, il se fiche de savoir si tu es de jour ou de nuit à faire l'effort, tout ça, c'est des choses qui te construisent, qui construisent ton projet. Je pense que sans ça, j'aurais même pas eu l'idée de faire l'Everest. Enfin, l'idée, j'aurais pas eu le courage, pardon. Parce que l'idée, bien sûr, je l'avais vraiment, vraiment en tête depuis 10 ans, mais j'aurais pas eu le courage de le faire. Et puis, même, j'ai des gens qui m'en ont vraiment presque... Enfin, ils m'ont tenté de m'en dissuader en disant « Mais c'est dangereux, t'es pas alpiniste, il faut savoir faire ça, tu sais pas, faut ça... » Donc, à partir de là, en 2019, après avoir fait les 7 marathons, j'ai une amie qui me dit « Tiens, on se ferait bien un sommet. » Ok, on va se faire un sommet. Je lui dis « Écoute, à ce moment-là, moi, j'ai envie d'aller en repérage au Népal. On va aller au Népal. » Super. Et donc, on est allé au camp de base de l'Everest, donc toute la partie trekking, je l'ai fait avec mon amie Adeline. On est allé voir ce panorama des monstres de 8000 au Kalapatar, enfin un Kalapatar. Et puis, on a fait un sommet donc de 6400 mètres, c'est l'Iceland Peak. L'Iceland Peak, c'est, on va dire, un entraînement, quelque part, pour commencer à réfléchir, à faire des choses comme l'Everest et l'Icefall. J'appréhendais, ça s'est super bien passé. J'étais à l'aise, même à 6500 mètres, quand il fallait mettre le piolet, quand il fallait cramponner, quand il fallait se hisser sur la glace. J'adorais ça et j'ai vraiment bien réussi. Et c'est là qu'il y a eu le déclencheur. Parce que j'étais aguerrie des efforts physiques répétés, parce que j'avais le soutien de mes proches qui adhéraient à des projets de cet ordre-là. Et donc, je me suis dit, voilà, maintenant que tu sais aussi que là-bas, tu t'y sens bien et tu peux pratiquer l'alpinisme relativement à ta portée, alors go. Et c'est là que je déclenche le projet. Après, il y a eu le Covid. Il y avait une opportunité l'année dernière de partir. Il me restait 3 mois de préparation, mais j'en ai parlé à Stéphane. Et il m'a dit, moi, je ne suis pas prêt à te laisser partir pour le moment. Léo n'est pas préparé. Fais-le l'année prochaine. Cale-toi l'année prochaine, on sera derrière toi et on prépare Léo et on prépare la famille et tu te prépares et voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Parce que sinon, tu te serais préparée en 3 mois ? Je me serais préparée en 3 mois. Ah oui, c'est suffisant. Disons que là, tu vois, j'ai commencé en septembre, je suis partie en avril et ça s'est bien passé. Alors après, c'est toujours pareil, il faut que les planètes soient alignées, il faut que tu aies de la chance, il faut que la météo soit bonne. Moi, je dirais qu'il n'y a pas besoin de tant de temps que ça de préparation, mais il faut absolument savoir ce que tu es capable de faire et il ne faut pas se mentir. Ouais. Et après, quand tu n'es pas capable de faire un certain nombre de choses, il faut surtout très vite aller chercher à accéder à ces capacités-là. Donc à partir de septembre, après avoir fait le coast to coast, là tu vois, j'étais quand même plutôt en forme, après avoir fait la natation, le vélo, la course à pied, bon, tout ça, ça te met bien en forme physiquement, mais c'est pas suffisant. Parce que les chaînes musculaires que tu vas avoir à travailler en haute altitude, c'est pas les mêmes. Donc septembre l'année dernière, là je me consacre à 100% à ce projet. Donc c'est-à-dire que tu mets entre parenthèses ta vie professionnelle à ce moment-là ? Oui, en fait j'ai recherché des collaborateurs, dont mon petit frère, pour me remplacer sur mes différents projets, puisque j'avais déjà des projets enclenchés pour 2022. Donc je voulais absolument qu'on les réalise, mais je ne pouvais pas, en termes de temps, m'y consacrer à 100%. Donc j'ai fait la part des choses et à partir de là, on a même décidé avec Stéphane et Léo de s'expatrier un petit mois en janvier à Chamonix. Léo a quitté son école, il s'est réinscrit là-bas, enfin on l'a réinscrit là-bas, Stéphane a télétravaillé, on s'est tout organisé pour aller vraiment préparer quelque part cet Everest tous ensemble. Donc ça, c'est janvier, voilà. Chamonix. On repart un petit peu en septembre. Oui, pardon. Juste septembre. Un petit peu pour savoir, parce qu'on a envie de savoir ce que tu as fait, pas ce qu'il faut faire, parce qu'on n'a pas forcément l'intention de le faire, mais ce que tu as fait pour te préparer. Donc physiquement, on t'a vu, pour celles et ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, les autres, je vous invite à y aller, dans des caissons parfois, on t'a vu faire du vélo avec des masques, Voilà. C'est quoi tout ça ? Alors, tout d'abord, il y a une préparation physique spécifique. Donc, il y a des chaînes musculaires à travailler, parce que quand on marche, et quand on marche en haute altitude, et quand on marche sur des pentes à très fort dénivelé, il faut vraiment travailler spécifiquement ces chaînes musculaires. Donc ça, j'ai vraiment eu la chance de bénéficier de l'ensemble de l'expertise de la clinique Saint-Martin Sport à Marseille, que je recommande à tous les sportifs qui veulent préparer quelque chose ou
qui ont eu une problématique physique et qui veulent se remettre en forme, c'est vraiment des gens exceptionnels. Le plateau technique est très performant et à la pointe. Comme tu le disais, j'ai pu faire de la cryothérapie chaque jour. Donc là, tu habitues ton corps à être en température extrêmement négative. On est allé jusqu'à... Enfin, des températures, c'est -100. Alors, à l'Everest, tu y es 3 minutes. Hein. À l'Everest, c'est des températures beaucoup moins... Enfin, c'est aux environs de -20, -30, mais tu y es très longtemps. Mais ton corps, il a déjà le souvenir d'avoir eu froid. Donc, il peine beaucoup moins et il est moins dans la réaction instantanée. Donc, ça, c'est important dans la préparation. Préparation physique pour le froid. Et comme tu le disais également, à la clinique Saint-Martin, j'ai pu avoir du matériel. Donc, tu es sur un cross-trainer ou tu es sur un tapis de course et tu as une machine qui va t'insuffler de l'air appauvri en oxygène, qui simule les altitudes et le manque d'oxygène que tu vas avoir aux différentes altitudes. Donc, par exemple, tu mets la machine avec un flux d'air, avec l'oxygène, par exemple, appauvri à 5500 mètres jusqu'à 6500 mètres. Donc, vraiment, ça entraîne tes muscles, tes poumons, ton cerveau à ne plus avoir suffisamment d'oxygène pour réagir. Et ça, c'est primordial. Vraiment, je conseille à tous ceux qui ont envie de faire de la haute montagne cette préparation-là. Il n'y a pas besoin non plus de s'y préparer pendant 2 ans, mais il faut vraiment absolument... Intensément et avec des professionnels. Et avec des professionnels qui vraiment checkent si tout va bien, si ta saturation en oxygène est bonne et peut permettre l'effort à ces altitudes-là. Donc ça, c'est la partie préparation physique primordiale. Et puis après, ensuite, il faut trouver le bon équipement. Parce que tu as toute une partie de trekking, donc pendant une dizaine de jours. Et ensuite, tu as la partie d'alpinisme, où là, il peut faire très chaud, comme il peut faire très froid. Et dans tous les cas, tu as les deux. Quand tu es au sommet, tu as très très froid toute la nuit. Et puis quand le soleil se lève, tu boues. Donc, il faut vraiment avoir les bons équipements. Et surtout, il faut aller les tester. D'où le mois à Chamonix, notamment pour aller tester son matériel. Ensuite, il faut être aidé psychologiquement. Il faut vraiment avoir une préparatrice ou un préparateur mental parce que tu souffres. Il faut savoir ça. Il faut avoir cette notion de souffrance dans l'effort. Il faut aussi se préparer par rapport à la mort parce que tu vas la braver et potentiellement, il faut que tu saches qu'il y a un point de non-retour et après, à toi de choisir si tu le dépasses ou pas. Tu es isolé finalement, tu n'es que avec toi-même. Dans ta souffrance, dans ton objectif, et tu ne peux pas communiquer. Tu t'en vas, tu dis au revoir à ta famille, donc j'imagine l'émotion que vous avez dû ressentir. Oui. Tu es encore ému, rien qu'à l'évocation. Voilà, donc là, tu pars. Tu arrives au Népal. Oui. Évidemment, tu n'es pas seule, tu retrouves un groupe et tes guides. Oui. Alors, effectivement, quand tu pars pour cette expédition, il faut trouver une bonne agence. Moi, je conseille à tous vraiment une agence du pays, parce qu'il n'y a pas mieux placé que l'agence du pays pour avoir les bons contacts. T'arrives quoi que ce soit, ils connaissent les gens du gouvernement, ils connaissent les hôpitaux, ils connaissent les gens pour le rescue, des hélicos, les avions, ils connaissent tout. Alors à ce moment-là, tu te sens déjà largement en sécurité. Ensuite, effectivement, tu es accueilli aussi par ton guide et l'équipe qui va t'accompagner. Donc des porteurs, des gens qui te font la cuisine, voilà, des gens qui t'accompagnent, un chef d'expédition, etc. Là aussi, ce sont des gens à qui tu confies ta vie, vraiment. Alors, que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas, que tu n'as pas rencontré. Moi, Jean Gbou, je l'avais eu sur Instagram parce que je savais que je partais avec lui et donc on avait un petit peu échangé auparavant, mais il n'y a pas plus que ça. On connaît pas du tout la personne. Alors, j'avais eu auparavant l'occasion aussi dans ma préparation, ça c'est une chose importante à faire aussi, je pense. J'avais fait 2 jours de préparation à la médecine en haute altitude parce qu'il y a un des aspects aussi qui est psychologiquement important à travailler, c'est le fait que physiquement on peut défaillir. On peut avoir un œdème pulmonaire, on peut avoir un œdème cérébral, on peut simplement avoir une angine, mais tout ça, il faut
faut savoir en fait quel est le degré de gravité dans lequel tu te trouves, à quelle altitude tu te trouves et quels sont les moyens que tu vas avoir de te sauver la vie ou pas. Et par rapport à ça, c'est vrai que l'agence, par exemple l'agence avec laquelle je suis partie, m'avait conseillé de faire une formation comme ça. Et ça, c'est vrai que c'était super important. Je faisais une petite parenthèse pour y revenir, mais dans la préparation d'une telle ascension, c'est essentiel. Et donc on arrive, voilà, on est à Katmandou, donc on nous explique un petit peu le déroulé. Et puis donc nous, on était 4 clients internationaux. Donc moi française, Omnika, une jeune népalaise, Eiki qui était finlandais, et il y avait Nicolas qui était canadien. Les 2 hommes étaient des personnes aguerries à l'alpinisme. Et puis Omnika, du même niveau que moi, c'est-à-dire qu'on n'est pas des alpinistes pros, mais avec quelques expériences qui nous permettaient de bien monter. Donc ensuite, tout de suite, ils nous ont expliqué, et ça c'est un bonheur, voilà, nous, on a telle expertise, on a déjà fait XX sommets, donc déjà, tu es complètement rassuré. Et puis surtout, en fait, on a eu la chance que notre chef d'expédition avait un de ses frères qui était dans l'équipe de Sherpa, qui montait l'ensemble des cordes qui permettaient à tout le monde d'aller au sommet. Donc, on était renseignés sur où en était toute l'installation, ce qui permettait de envisager, si nous étions bien acclimatés, de monter parmi les premiers. Ça, c'est un vrai plus. Ça, c'est un vrai plus. Parce que quand on part pour 50 jours d'expédition, qu'on nous dit potentiellement dans une trentaine de jours, si vous êtes bien acclimaté, on peut monter, c'est très, très, très motivant. Pour le mental, c'est bon, ça. Ouais. Oh, c'est bon. Oui, j'imagine. Voilà. Donc ensuite, on part pour une dizaine de jours de trekking. Donc là, c'est de la marche en haute altitude. C'est très sympa. On passe par tout types de paysages. On rencontre les yaks qui transportent nos sacs. On rencontre les gens qui dans les lodges. Enfin, c'est vraiment un moment très privilégié pour découvrir le pays d'une belle manière. Maintenant, je dirais, en ayant fait le sommet, que si des personnes sont bien préparées, comme j'ai pu l'être en hypoxie, physiquement et autres, potentiellement, si on n'a pas envie de faire le trek, on pourrait presque aller directement au base camp. Parce que ça, c'est une autre partie. C'est complètement différent. C'est pas de l'alpinisme, c'est vraiment de la marche. Alors, ça permet quand même de découvrir les gens avec lesquels tu vas monter, ça permet de créer de la convivialité, ça crée une équipe. Mais je dirais que si tu n'as pas beaucoup de temps, que tu es bien préparé et que tu veux aller straight to the point, tu peux éviter cette étape. Voilà, tu peux éventuellement passer cette étape. Mais bon, alors on l'avait déjà fait avec Adeline, donc je connaissais pas mal le parcours, mais c'était vraiment, vraiment très agréable. Puis ça te permet de te reconditionner par rapport aux températures qui ne sont pas toujours clémentes. Puis ça te remet en condition, on va dire, au Népal. Ensuite, tu arrives au camp de base. Donc là, le camp de base, c'est toujours les premiers temps où tu as un peu mal à la tête, forcément. Tu es à 5400 mètres. Et là, donc, ton camp de base, ça porte bien son nom, c'est là où tu vas vivre. Et là, tu es au milieu de gravats. Tu es sur un glacier. Tu es dans une tente. Et tu oublies complètement ta féminité. et l'hygiène est quand même particulièrement précaire. Donc tu fais ce que tu peux, mais bon, on va dire que tu te focalises sur l'essentiel, quoi. Voilà. Et surtout, l'essentiel, c'est la santé. Bien sûr, c'est l'hygiène, mais c'est la santé. Donc tu fais attention à tous les signaux qui peuvent être en alerte. Même le tout petit signal, tout de suite tu traites, tout de suite tu guéris pour ne pas aggraver la situation. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Eiki, le Finlandais, est arrivé avec une petite angine qui finalement s'est traduit au camp de base par une angine de poitrine et donc il a été évacué parce qu'il ne pouvait pas monter. Ah mince, ah ouais. Voilà, ça c'est un cas de figure. Un truc pas très grave mais qui l'a empêché de continuer. Faut éviter les intoxications alimentaires, faut être très 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 précautionneux sur tout ce que tu manges, tout ce que tu fais. Toi à ce moment-là, tu as juste mal à la tête, c'est ça ? Oui, tu arrives toujours à aller au camp de base avec un petit peu mal à la tête. Moi, j'ai juste un petit, mais Doliprane et ça suffit. Donc, ça veut dire que l'acclimatation a été très bonne. Donc, tu le disais régulièrement, tu as beaucoup parlé de tes guides et tu les as souvent remerciés. Tu as bien mangé, apparemment. Oh là là. Ça c'est important quand même, pour le moral aussi. Non, c'est pour le moral et puis c'est primordial à tous les sens du terme. C'est-à-dire que ça nous faisait... c'était un plaisir. C'était un plaisir de recevoir. Et puis, ils étaient
heureux de nous faire plaisir. Enfin voilà, ça créait vraiment une très très bonne ambiance. Non, c'était incroyable. Quand je vois, il y a 3 ans, quand on est parti avec une agence française, ce qu'on a pu manger, ce qu'on a pu vivre avec des mythes et des cafards dans les lits. Bon, après, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Mais pareil, la nourriture, c'était dégoûtant, on a été malade. Bon, voilà, donc Bon, ça tu veut bien conseilles dire vraiment une agence du mais pays. bien sûr, ça veut Premier bien dire, conseil. ça veut bien dire que c'est pas parce qu'on est dans un organisme franco-français qu'on est mieux loti, et je dirais même peut-être même au contraire, quand on est dans un pays tel que le Népal, il y a toutes les ressources nécessaires là-bas, ils ont tous les produits locaux, ce sont de très très bons cuisiniers, ce sont de très très bons guides, donc et puis en allant vers des agences et des personnes népalaises pour nous guider et pour nous emmener au sommet ou dans ces expéditions-là, on contribue à leur économie, on contribue à leur donner un salaire, on contribue à les faire vivre, et c'est ce qu'il faut absolument faire. Ça ne nous viendrait pas à l'idée quand on fait par exemple le Mont Blanc, si on est d'apporter un guide de Chine ou d'apporter un guide d'Amérique du Sud. On va voir les guides de Chamonix et on fait. Donc il faut aussi que chacun contribue à l'économie locale. Donc voilà, moi oui, bien sûr, je conseille et je motive tous les gens qui veulent aller au Népal, même ne serait-ce que faire un trek. La Purna, c'est magnifique, voilà, plein de choses. Ou une ascension, bien sûr, de se référer à des agences et à des guides locaux. Alors, tu es au camp de base. Le sommet, on appelle ça quoi? Juste avant le sommet, c'est le camp numéro 4? Oui, 4. C'est ça. Donc, voilà, il y a le 1, le 2, le 3, le 4 et le après sommet. le sommet. Voilà. Donc, tous ces camps servent à grimper, déjà, Oui. commencer à grimper, Oui. et s'acclimater à chaque fois. Absolument. Combien de jours à peu près tu restes sur le camp de base? Là encore, ça dépend de la météo, ça dépend de l'équipe. Donc là, on était 3. On a essayé, entre guillemets, d'être le plus rapide possible avec les informations qu'on avait des Sherpas qui faisaient les installations. On ne voulait pas louper les premières fenêtres. On ne voulait pas louper le premier créneau. Donc, on n'a pas brûlé les étapes, mais on a essayé d'aller le plus vite possible. Donc, ça veut dire qu'on est resté au camp de base 2 jours pour l'acclimatation, plutôt qu'une semaine. Mais ça allait. Et ensuite, on a commencé ce qu'on appelle les rotations, c'est-à-dire on va s'acclimater sur les différents camps avant de pouvoir faire l'ascension complète. Donc on a monté l'Icefall, donc c'est vraiment, ça porte bien son nom, ce sont des murs de glace, ce sont des crevasses à sauter, ce sont des échelles gigantesques à passer, on fait de la cascade de glace, c'est vraiment très difficile, mais magnifique, magique. Et puis c'est mouvant, si tu le fais une fois, tu sais que de toute manière, la deuxième fois, ce sera différent. Donc ça, tu passes ça. Déjà, c'est 11 heures, 11 heures d'alpinisme, d'escalade difficile, donc c'est dur. Ça se fait. Ensuite, nous sommes restés une nuit au camp 1. Ensuite, entre le camp 1 et le camp 2, là, c'est comme une sorte de grande banquise, on va dire, un petit peu vallonnée, avec des crevasses à passer, mais c'est plutôt de la marche avec crampons. C'est moins difficile. Ce qui le rend difficile, c'est l'altitude, puisque là, tu as déjà passé 6200 mètres, donc c'est quand même plus compliqué. Donc là, à ce moment-là, tu respires encore bien, la tête, ça va? Oui. Moi, vraiment, j'ai pas eu jusqu'à la redescente, j'ai vraiment eu aucun problème de santé. Mais par contre, il faut s'écouter. Et alors, ça va peut-être te faire rire, mais il faut se parler. Moi, je parlais à mon corps. Je n'étais pas toute seule. J'étais jamais seule. Déjà, j'étais, voilà, d'une manière générale, j'étais jamais seule parce que je savais que j'étais soutenue par tout le monde en Europe. Mais moi, je me parlais. Je parlais à mes mains, je parlais à mes pieds, je parlais à mes bras, à mon cerveau, mes poumons. Donc, je leur parlais. Je disais, allez les gars, on y va, hop, voilà. Les autres peut-être se demandaient si tout allait bien. Est-ce qu'elle est oxygénée correctement? C'est bizarre, elle parle à ses mains. C'est bizarre, elle parle à ses mains, oui. Non, mais c'est une image pour dire que, en fait, il y a vraiment des moyens d'autosuggestion auxquels je crois. Moi, je crois vraiment qu'on peut donner des souvenirs à son corps, comme je te l'expliquais, par rapport à la cryothérapie, par rapport au renouvellement de l'effort, etc. Mais je pense qu'en s'auto-motivant, en s'auto-suggestionnant que tout va bien, on va bien. Voilà. Et donc, si tu n'as pas envie que tes mains aient gèlent, tu leur dis ne gèle pas. Non, je plaisante, mais à ce niveau-là, à 6000, donc il y a des températures qui pourraient faire que tes mains gèlent. Ah oui, faut pas s'arrêter. Faut toujours bouger, il faut toujours être en action, faut toujours, et surtout
hyper bien s'hydrater. Il faut boire de l'eau. Faut boire moi, je buvais entre 4 et 5 litres d'eau par jour. Et pourtant, après, tu as une digestion normale et tu as un transit normal. Donc, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que justement les œdèmes ne se forment pas, notamment au niveau du cerveau, et puis que tes muscles aient conscience que tu leur donnes du bon. Voilà, pareil pour l'alimentation. C'est difficile. Des fois, tu n'as pas du tout envie de manger. Ton corps, il est comme tout ton système digestif est presque en mode off. Mais il faut l'alimenter, il faut lui donner de l'énergie. Voilà. Donc là, vous grimpez les camps. Voilà, camp 2, ça commence à être un petit peu plus compliqué parce que voilà, c'est encore plus hostile. Il y a rien. Là, il commence à y avoir des avalanches. Donc quand on entend une, tu dis bon, ça va, c'est pas pour nous celle-ci, ça va aller. Bon, mais il faut s'apprêter tout de suite à pouvoir sortir de sa tente et sortir tout court et voire même de courir. Mais alors là, pour le coup, c'est impossible de penser courir. Ce qui est très étonnant à partir du camp 2, c'est qu'on est au ralenti. Tout se fait en mode ralenti. Une sensation assez incroyable. Tu vis avec la peur là, à ce moment-là? Pas au 2. Penses pas trop? Non, pas au 2. Même les avalanches, tu te dis que tu géreras? Non. Pareil, tu es confiant. Tu sais que tu as les guides, tu sais que tu as des experts, et puis tu sais que ça arrive. Et puis, non, c'est... C'est plus tard? C'est plus tard. La peur, c'est plus tard. Camp 3? C'est 4. 4. Ouais. Au 3, tu as une très grosse montée avant d'y aller. Et là, à partir du 3, tu mets l'oxygène. Tu as passé 7000. Donc, tu commences à mettre l'oxygène à un flux très faible. Ça ne te fait pas beaucoup redescendre, mais ça te sécurise. Et puis surtout, là encore, ça envoie un signal à ton cerveau. T'inquiète pas, t'es pas tout seul, ne peine pas trop, ne te mets pas en alerte. On est là, on est avec toi. Voilà, pareil pour les poumons, ça permet quand même d'être. Enfin, là, moi, j'avais une saturation qui était à peu près à 60, ce qui est pas vraiment beaucoup. C'est-à-dire En fait, la saturation en oxygène habituelle, t'es à 98, voilà. Et par exemple, quand on mettait les gens sous oxygène lors des périodes Covid, c'est parce qu'elles étaient à peu près à 88 de taux de saturation d'oxygène. Et nous, on est à 60. Donc, on a habitué suffisamment notre corps à manquer d'oxygène pour qu'il puisse continuer de fonctionner. Voilà. Camp 3, camp 4, là, je te parlais de la rotation. Tu vas pas jusqu'au camp 4 à la rotation. Tu vas jusqu'au camp 3 et après, tu redescends tout. Tu attends au camp de base. Oui, ça c'est pour t'acclimater. Oui, tu fais une première rotation. Et je pensais que systématiquement, tu restais quelques jours. Tu restes quelques jours, mais tu redescends. Ah d'accord. Mais j'imaginais pas une seconde que tu devais refaire à chaque fois les 11 heures d'alpinisme pour remonter. Au départ, le projet, c'est tu dois faire le camp 1, tu redescends. Le camp 1, le camp 2, tu redescends. Le camp 1, le camp 2, le camp 3, tu redescends. Tu regardes les programmes des agences, c'est ça. Nous, on a fait une première rotation, on a fait camp 1, on est redescendu. Et après, on a fait une deuxième rotation, camp 1, camp 2, camp 3, et on est redescendu. C'est tout. Et là, on a attendu. Pour valider l'ascension de l'Everest, il faut partir du camp de base jusqu'au sommet. Absolument. Donc, en fait, une fois que tu as fait tes rotations, on en a fait 2, à partir de là, tu attends au camp de base. Et là, c'est long. Comme je te l'expliquais, nous, on avait cette information. Et dès qu'on a eu le go le 9 mai, on s'est dit, OK, c'est bon, on est parti. Et là, on est monté le 10, puis le 11. Et le 11, tu arrives, il est à peu près 15 heures au camp 4, avec un petit peu d'oxygène. Il ne faut pas trop consommer, il faut faire très, très attention. Et entre le camp 3 et le camp 4, il faut vraiment avoir pris conscience de la régulation d'oxygène qu'il fallait que tu aies. Parce que l'effort est terrible, les souffrances sont pas sympas non plus à vivre. Tu vois des gens tomber, tu vois des sacs tomber, tu vois des gens qui abandonnent, tu vois des gens malades. Beaucoup de gens sont malades de par la haute altitude. Même si tu as l'oxygène, beaucoup de gens sont malades. Alors tu dois tenir. Moi, j'avais Jangbu entre le 3 et le 4 qui était pas très bien. Donc là, pour le coup, c'est moi qui l'aidais avec l'oxygène et puis on allait tranquillement. Et puis, c'est là aussi où Nicolas, le Canadien, consommait. On a dû lui changer sa bouteille alors que normalement, il n'y a pas à changer la bouteille à ce moment-là. Bon, tu arrives là, il est 15 heures. Tu dis, et là, tu vois le sommet. Et il reste combien là ? Il reste 800 mètres. Mais 800 mètres, tu sais que tu vas mettre entre 10 heures et 15 heures pour le faire. Et tu vois le sommet là, tu vois ce que tu as fait. Et tu es parti à combien d'heures ? Entre le camp 3 et le camp 4, on était parti, on a mis 6 heures ou 7 heures. Waouh.
Donc tu as déjà 7 heures Voilà. dans les jambes et Voilà. tu sais qu'il te reste, moi j'ai mis donc 13 heures et qu'il te reste aussi 6 heures pour redescendre. Donc là, dur, c'est très dur. Donc tu es là en attente avec le guide, avec aussi l'autre alpine, enfin moi j'étais avec Nicolas. Et là, Nicolas en pleurs et là il abandonne. Il appelle sa femme, il dit non, je me sens pas capable, je vais pas y aller, je veux pas aller mourir, je consomme trop d'oxygène, j'arrive pas à me réguler, machin. Et quand tu vois que le gars, si tu veux, c'est un alpiniste aguerri, qu'il en est, lui, il est sur ses 7 summits, il en est à son dernier sommet, c'est son tout dernier sommet. Il est là, juste là, il y a le sommet qui lui tend la main, et là, il te dit, moi, je me sens pas capable. Et là, tu vois, ça m'en donne encore les frissons. Ouais. Tu dis, donc toi, tu doutes à ce moment-là ? Oui, forcément. Bien sûr. Tu dis, moi non plus, je suis pas alpiniste. Mais en fait, moi, j'ai une manière de marcher. Enfin, comment dire, je marche lentement, mais par contre, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Et puis, d'avoir eu cet entraînement en hypoxie où tu avais déjà cette régulation d'oxygène obligatoire, eh bien, j'étais comme habituée, tu vois, à ça. Alors, moi, ma consommation d'oxygène, elle était normale. Elle était ni trop, ni trop peu. Donc, tu as pris ta décision. Et donc là, puis j'avais Jean-Bou qui me regardait en disant, mais non, enfin, tu sais, comme s'il me disait, il me faut y aller presque, faut y aller, mais non. Et c'est vrai que ça m'a vraiment motivée. Et puis, honnêtement, abandonner pour une hypothèse, non. T'abandonnes parce que tu te fais mal, t'abandonnes parce que tu vois que tu n'y arrives pas, parce que c'est trop difficile, mais t'abandonnes pas sur une hypothèse. Ça, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je le sentais pas comme ça. Alors, par contre, il y avait un autre guide avec nous aussi et un cuisinier qui montait avec nous. Donc, ça faisait 3 personnes. Donc, on s'est consultés tous les 4. Et moi, je leur ai dit, OK, on cale bien l'oxygène. Où est-ce qu'on met la bouteille ? Enfin, qui porte la bouteille ? Jusqu'où ? Où est-ce qu'on la change ? Enfin, voilà, je me suis projetée avec eux, de par leur expérience, et ils m'ont aiguillée. Et par rapport à ça, on a organisé la fin de l'ascension pour que quand on parte, je me sente en sécurité. Parce que c'est ça, en fait. Après, à partir de là, c'est là où tu commences à angoisser. Tu n'as pas peur à ce moment-là, tu angoisses. Tu dis, comment ça va se passer ? Il va faire froid, il va faire très chaud, on va manquer d'oxygène, il va y avoir du monde. Enfin, toutes ces questions qu'on se pose quand on va faire l'Everest, là, c'est le moment où tu les reposes. Et tu dis, OK, j'ai bien tout calé ? Oui, alors on y va. Tu commences par la première partie, tu pars à 21h, il fait très très froid, tu gèles. Ton masque, il y a des stalactites. C'est impressionnant. Mais pareil, mon corps, il était entre guillemets habitué. Et puis j'étais bien équipée. Et puis j'étais en forme. Et j'avais l'oxygène suffisamment, je respirais normalement. Donc tu te mets en mode survie, complètement. Survie, tu n'as plus aucune autre chose à penser que d'avancer ton pied au bon endroit, respirer juste ce qu'il faut. C'est vraiment, peut-être même, tu vois, comme on en parlait, comme des gens qui font de la plongée. Tu respires juste ce qu'il faut, tu fais juste le geste qu'il faut. Pas plus, pas moins, en te disant, voilà, c'est suffisant pour progresser dans l'ascension, mais ça ne va pas t'emmener à la mort. Voilà. Donc ça, tu fais ça, c'est très dur. Il y a beaucoup de glace, c'est très, très pentu. Tu as des parties d'escalade sur roche. Et là, après, quand tu es quasiment arrivé, tu as ce fameux ressaut d'Hilary. Le ressaut d'Hilary, tout le monde te dit, c'est le plus dur de ton ascension. Là, tu es quand même à 8800 mètres. Il te reste encore un peu à faire. Donc là, c'est là où, à ce moment-là, moi, où on avait décidé de changer la bouteille, ce qui te redonne un peu de peps aussi, ça te permet de te poser un petit peu, etc. Et là, tu vois les gens qui sont en détresse complète parce qu'eux redescendent. Moi, j'étais partie un petit peu plus tard que les autres, en fait, de manière à justement pas avoir cette file d'attente, entre guillemets, au sommet, ce qui était parfait. Parce que nous, avant le ressaut d'Hilary, quand on était en train de changer la bouteille, les gens commençaient à redescendre. On était une petite vingtaine, vingtaine à monter ou 30 à monter, je crois. Donc, c'était pas non plus énorme. Mais quand même, il faut attendre que les gens te croisent sur la même corde. C'est très dangereux, donc tout ça, faut penser à tout ça. Et là, le ressaut d'Hilary, c'est une catastrophe de difficulté quand t'es pas pro. C'est très, très, très dur. T'es avec tes crampons sur la roche, t'es suspendu dans le vide. T'as 8000 mètres en dessous. Bon, Et puis c'est là où t'avais aussi le Sherpa qui était décédé, donc tu l'as là. Le corps est toujours là, c'est ça. Voilà, bon.
Ça se fait grâce à Jiangbu aussi. Et puis après, il reste les 30-40 mètres où là, en fait, il y a le vent qui s'est levé. Et tu vois, je suis quand même pas une brindille. Et ben, je tombe systématiquement. Alors, je me raccroche à son sac à dos. On s'accroche ensemble sur la ligne de vie. Et puis, on fait les 30-40 mètres qui nous séparent du sommet, comme ça, accrochés l'un à l'autre, montant petit pas par petit pas. Et puis là, c'est l'aboutissement. On arrive au sommet et là... c'est génial. On est dans l'euphorie, mais on ne peut pas l'exprimer. Parce que tu peux pas enlever ton masque, tu peux pas enlever tes lunettes parce que tu vas te brûler les yeux, tu peux pas enlever ton masque parce que sinon tu vas pas le remettre et tu n'auras pas envie de le remettre et tu vas mourir là. Alors c'est dommage quand même. Comment ça s'appelle d'ailleurs ce phénomène ? C'est le phénomène d'hypoxie et après c'est ce qu'on appelle l'euphorie des cimes en fait. C'est-à-dire que comme tu manques d'oxygène, ton cerveau en fait, où il voit le bad, où il voit le bien. Alors la plupart des gens ils voient le bien, mais alors du coup tu te découvres parce que tu as trop chaud, puis tu as le soleil, puis et là tu pars en délire complet puisque ton cerveau n'est plus oxygéné et puis voilà tu meurs. Voilà. Là pour le coup on pouvait pas mourir de froid en tout cas en haut parce que on avait un très très beau temps, beau soleil, il faisait même très très chaud, donc là pour le coup c'était plutôt très bien. Et là tu t'assieds, tu fais les photos justifiant que tu as fait le sommet, puis surtout aussi tes photos souvenirs, t'en prends plein les yeux, mais tu sais qu'il faut pas que tu restes plus d'un quart d'heure parce que là aussi ça peut être dangereux pour la redescente. Donc tu prends un quart d'heure de bonheur absolu. Tu prends le temps à ce moment-là de prévenir tes proches ? Oui, en fait, j'avais un téléphone satellite, alors ça captait pas super bien, mais quand même, j'ai réussi juste à dire à Stéphane, ça y est, j'y suis. Et puis surtout, là pareil, on m'avait dit, tu t'enlèves le gant, tu l'enlèves 30 secondes. Là, je me suis précipitée sur la petite balise et j'ai dit, ça y est, j'y suis, chérie. Et tout, en fait, à tout le monde finalement. Mais on l'a vu. Je l'adressais, forcément, je l'adressais à mon mari. C'était mon cœur, je crois. Ouais, mon cœur, exactement. Et j'en ai pleuré de voir ces messages. J'y suis mon cœur. Ouais. J'y suis mon cœur. Et là, c'est magique. C'est magique. Tu sais que tout ce que tu as toujours espéré se concrétise à ce moment-là. Et tu es au plus haut lieu de la planète. Et tu te dis, je ne pourrais pas monter plus haut, je ne pourrais pas aller plus haut sur cette planète. C'est magnifique. Tu vois, en plus, tu as un panorama exceptionnel de tous les sommets népalais. C'est fabuleux. Et ouais, c'est fabuleux. Et moi, je pleure. Voilà. Donc un quart d'heure de bonheur intense. Un quart d'heure de bonheur intense. Et puis là, la peur. Et là, la peur au ventre. La peur au ventre. Parce qu'il faut redescendre. La peur parce qu'il faut redescendre. Tu sais ce que tu as enduré et ce que tu as vu et ce que tu as vu la détresse des autres aussi quand ils redescendent. Ouais, tu as peur. Mais peur, vraiment. C'est pas l'angoisse, c'est pas le stress, c'est la peur. Là, faut que tu aies quelque chose pour redescendre. Faut que t'aies vraiment beaucoup d'amour qui t'attend, parce que c'est la fin aussi de quelque chose. C'est la fin. T'as fait ce que tu rêvais de faire. Alors, si t'as pas quelqu'un qui t'attend, si t'as pas ton petit loulou, si t'as pas ton mari, si t'as pas tes proches, si t'as pas une vie qui peut se poursuivre dans le bonheur, je comprends maintenant complètement les alpinistes ou les gens qui ont envie de rester et qui ont envie de se dire bah oui, moi qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de plus, voilà. Et ce moment-là, tu vois, ça m'en fait encore frissonner, c'est dur. Et puis bien sûr tu redescends parce que là toi, tu dis une vie bien sûr, moi j'avais tout ce qu'il fallait, enfin voilà, tout le, et j'avais vraiment envie de le partager, ce bonheur et toute cette passion et toute cette intensité, je voulais absolument le partager et surtout revoir mes proches, absolument. Donc là, la peur au ventre parce que il faut que tu repasses le ressaut d'Hilary, il faut que tu redescendes le tout. Et une fois que j'ai repassé le ressaut d'Hilary, là je me suis pas sentie en sécurité, il faut pas se relâcher du tout parce que ton corps, il faut pas le relâcher. Mais je me suis dit, bon, tu as repassé peut-être le plus difficile. Et ensuite, mon guide m'a fait confiance parce qu'il avait vu que je savais faire du rappel. Et on a eu cette solution de faire du rappel relativement souvent, chose que les autres ne faisaient pas spécialement. Donc, on prenait une autre corde et on faisait du rappel. Donc là, ça nous a beaucoup aidé à descendre, entre guillemets, plus vite et à moins consommer d'oxygène et à moins se fatiguer et surtout à moins risquer la chute. Parce que sinon, tu descends avec la corde sous le bras, ton mousqueton, et tu descends face à la pente. Et là, forcément, aussi, tes cuisses sont affaiblies, tes muscles sont affaiblis, tout est affaibli. Donc là, le rappel nous a permis vraiment de descendre plus vite. Et ça, c'était très bien. Heureusement, au camp 4, nous y sommes arrivés relativement vite. Mais malheureusement, c'est là où tu te dis... Oh,
Maintenant, je peux me relâcher un petit peu parce que je suis au camp 4, je suis entre guillemets en sécurité, ce qui est complètement faux. Tu es à 8000 mètres. Et là, par contre, le corps, il a vraiment besoin de se relâcher. Et c'est malheureusement, moi, il a flanché, entre guillemets. J'ai fait un œdème pulmonaire. Donc là, c'est vrai que tu commences à tousser très très gras, tu as tous les symptômes, tu as de la mousse rose qui arrive dans la bouche, tu vois tes petites alvéoles dans la main, tu dis « Ah !» Là, et d'où l'expression cracher ses poumons, elle est véritablement réelle, hein, je l'ai vécue. Testé pour vous. Oh là là, testé. Non, non, j'en rigole maintenant, mais et puis tu vois le visage de ton guide qui te regarde. Qui est inquiet. Et là, ah oui, le visage comme décomposé. Donc là, tu dis oui. Donc là, c'est grave. On est d'accord. Et alors, grâce à ce stage de médecine en altitude, j'avais les médicaments dans la poche. J'avais la petite fiche médicale qui disait quand il t'arrive ça, tu fais ça. Quand il t'arrive ça, tu feras ça. Donc là, il fallait faire quoi ? Ce médicament ultra fort, double dose, c'est ce que j'ai fait. Jangbu m'a tout de suite mis au niveau 4 de la bouteille d'oxygène, donc à plein pot, ce qui te fait de redescendre quand même de 1000 mètres. Donc là, tu vois, c'était 7000, ouais. Donc c'était quand même mieux. Voilà, donc ça, et puis repos. Mais repos, surveillé. Donc Jangbu m'a surveillé les 3-4 heures qu'on a dormi. Et après, il faut redescendre. Donc là, je dirais pas qu'on courait parce qu'on pouvait pas, mais franchement, pareil, rappel le plus possible. On marchait d'un pas plus affirmé parce qu'il fallait vraiment, vraiment redescendre pour que le corps se rétablisse au plus vite. Voilà. À aucun moment, il a été envisagé de t'évacuer Ah bah, tu peux pas. C'est plus possible. 8000, c'est trop. Alors, tu as des hélicoptères qui pourraient y arriver, mais il n'y en a pas là-bas. Et les hélicoptères peuvent en fait te récupérer au camp 2. D'accord, ou au camp de base. Donc là, camp 4, camp 3, non, tu pouvais pas, fallait absolument redescendre. Et après ce petit repos de 3-4 heures, ça allait, tu t'es senti Il n'y avait plus le premier gros phénomène parce que les médicaments faisaient effet et l'oxygène faisait effet. Mais c'est vrai que, je dirais, pour retrouver un petit peu tous tes esprits et ne plus tousser autant, il a fallu vraiment être au camp 2 pour être bien. Voilà. Okay. Donc retour au camp 2, retour au camp de base. Voilà, au camp de base. Et là, à partir de là, j'ai été évacuée vers Katmandou pour pouvoir être checkée à l'hôpital, pour savoir avoir si tu les pouvais consignes. Prendre l'avion pour rentrer chez toi. C'est ça, voilà. Et à partir de là, tout s'est bien passé. 2-3 jours après, je suis repartie. Et puis, et là, j'ai bénéficié aussi des soins ici à Marseille de caissons hyperbares, check bien sûr complet, et les caissons hyperbares qui te permet vraiment de retrouver une respiration normale et puis toutes les facultés pulmonaires, quoi. T'as ressenti quoi en arrivant à l'aéroport à Marseille, où j'imagine que tu étais très attendue? J'étais très attendue par... non, bien sûr, c'était... rien que le fait de remonter dans l'avion à Katmandou, c'était extraordinaire. Je me disais, aïe, c'est fait. Mais alors, ce qu'il faut savoir quand même juste avant, au camp de base, quand tu es malade et que tu redescends et que tu as abouti ça, là j'ai fait des textos à Stéphane, enfin des SMS à Stéphane, je lui ai dit mais je me sens vide, je suis même pas fière, enfin je ressens rien, je suis vide, aucune fierté, aucune joie, vide de tout sens, de tout. Et ça c'est très dur, ça c'est un moment très dur. Moralement, c'est une redescente, quoi. C'est un bad trip, comme on dit parfois, ouais. Complet. Tu passes de l'euphorie au plus bas possible de ton ressenti. C'est très bizarre parce qu'il n'y a pas de raison. Mais je pense que c'est le corps qui physiologiquement te le génère. Après, par contre, reprendre l'avion, c'était extraordinaire. Là, pour le coup, j'avais le sourire. Les gens ils devaient me prendre pour une folle. J'étais toute sourire, toute souriante. Voilà. Et bien sûr, l'arrivée, quand j'ai été accueillie par mes proches, toute l'équipe de TCAP 21, donc l'association avec laquelle j'ai monté le projet Climb Up Form Down, qui m'a permis de lever des fonds pour mon projet et pour l'association, pour que les jeunes atteints de trisomie 21 puissent eux-mêmes aussi réaliser leur projet. Donc ils étaient là, il y avait ma famille, il y avait des proches. Ça, c'est vrai que c'est extraordinaire. Et là, repleure. Voilà. On peut peut-être citer, parce que tu as parlé beaucoup de ton équipement qui a été évidemment essentiel, c'est hyper important. Je crois que tu avais une partenaire de choc sur cette expédition. Absolument. J'ai eu la chance de travailler avec l'équipe de Nathalie. Donc toute la société Pronim s'est mobilisée autour de ce projet pendant des mois et m'a permis en fait d'avoir un traitement sur mes sous-vêtements qui permettait de réguler à la fois la transpiration, à la fois surtout
aussi l'apport thermique. Comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a toute une partie pendant les 13 heures de l'ascension où on est dans des conditions de gel. Et on a certes cette combinaison prévue pour, mais si on n'a pas des sous-vêtements adéquats, alors ça ne fonctionne pas. Et là, vraiment, c'était absolument parfait. Grâce à l'équipe de Nathalie, grâce à l'équipe Pronim, on a pu faire le traitement nécessaire. Et voilà, je suis revenue avec tous mes orteils, tous mes doigts, et je suis très contente. Merci Pronim. Merci beaucoup Emma, c'était passionnant de t'écouter nous raconter ça. J'ai quand même envie de te demander si, là tu te poses un peu, tu te remets de tes émotions, et tu as quand même une petite idée en tête d'un prochain défi à relever ou pas? Ouais, c'est la question qui revient souvent effectivement quand je parle de ce projet. Aujourd'hui, véritablement, je suis encore à chaud et j'ai envie de le rester le plus longtemps possible. J'ai envie de savourer ce défi absolument hors norme qui est de loin le plus difficile à tous les points de vue que j'ai pu réaliser, mais qui est aussi une sorte d'accomplissement. C'est vraiment quelque chose, c'est un rêve des plus grands qui se concrétise. Donc j'ai envie de le savourer et surtout, j'ai envie de le partager. Donc, dans les mois qui viennent, j'ai plus envie, si tu veux, peut-être pour mes partenaires ou pour mon village ou pour des entreprises qui le souhaiteraient, j'ai envie de partager cette notion de vie par défi, de vie par détermination et de partager ces moments intenses. Voilà. On en a très envie aussi. Donc ça tombe bien dans les écoles aussi, pourquoi pas. C'est exactement ce à quoi je pensais aussi auprès des plus jeunes. Ouais, moi, je suis hyper fière de pouvoir prouver à mon fils qui a 10 ans que même si on n'est pas un professionnel ou avec des aptitudes particulières pour une activité ou pour quelque chose, qu'on ne peut pas arriver à concrétiser son rêve. Donc c'est ça que j'aimerais faire passer aussi bien chez les petits que même chez les grands. Et aussi, en tant que femme, c'est important. Alors moi, je suis maman, j'ai un emploi, mais on peut se dégager du temps, on peut trouver des partenaires, on peut trouver des experts qui nous accompagnent dans un projet même qui paraît démentiel. Et puis, ça me plaît de le dire, on a chacun son Everest. On n'a pas tous envie de gravir l'Everest, mais on a chacun son Everest. Et à chacun nos niveaux, on est capable de réaliser nos rêves. Ça, maintenant, j'en suis absolument convaincue et j'aimerais en convaincre un maximum de personnes. En tout cas, tu as eu raison d'y croire. C'est un modèle, Emma, donc merci, merci pour tout ce que tu renvoies. Encore une fois, je vous invite vraiment à la suivre sur les réseaux sociaux, voilà, parce qu'il y a des aventures, il y en aura d'autres. Et même cette année de transmission sera importante et passionnante à suivre. Merci beaucoup, Emma. Merci à toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes et laissez-moi des étoiles et des avis. C'est important pour moi pour tenter d'exister dans la jungle des podcasts et séduire l'algorithme. À très vite et d'ici là, portez-vous bien.